Salut les devs.net, on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu des vidéos que je fais habituellement, car en effet, je ne vais pas te partager une technique de code, une nouveauté C# ou encore des design patterns ou des erreurs que font les développeurs.net, mais je vais te parler de ce que je pense être la feuille de route pour un développeur C#.net pour 2022-2023. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, n'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce que je fais, abonne-toi et active les notifs pour être directement prévenu. Et vu que c'est un point de vue qui est forcément très subjectif, si tu n'es pas d'accord ou si tu penses que j'ai oublié quelque chose, dans les commentaires, n'hésite pas à en parler. Et d'ailleurs, sous la vidéo, tu trouveras le lien vers ma plateforme d'e-learning avec tous mes cours, où tu peux t'abonner dorénavant pour 19€ par mois et avoir accès à tout mon catalogue. Également, les livres que j'ai écrits qui sont publiés chez ENI et disponibles sur Amazon, et le lien vers le serveur Discord où il y a de plus en plus de monde et où est-ce qu'on parle des techno.net. Donc je vais te parler ici de la feuille de route développeur.net 2022-2023 qui est grosso modo, je pense, les compétences à connaître pour être un développeur C#.net qui est recrutable, on va dire, en 2022-2023. Donc je zoome un peu pour que tout le monde puisse voir. On va commencer par ce qui est assez logique. Je pense qu'il faut connaître les fondamentaux informatiques. Alors quels sont-ils? Bien tout d'abord, je pense qu'il faut connaître un contrôle de code source et aujourd'hui Git s'impose en maître. Si tu en connais d'autres comme par exemple SVN ou TFVC, ça peut aussi être une corde supplémentaire à ton arc, mais franchement, les boîtes 100% des boîtes avec qui j'ai bossé aujourd'hui utilisent Git et il y a de fortes chances que tu rencontres quasiment que ça. Donc je te conseille de connaître Git, tout du moins les fondamentaux. Je te demande pas de le connaître, je pense pas qu'il faut le connaître en détail, mais savoir que savoir les commandes basiques, les git push, les git pull, les git commit et ainsi de suite. Ensuite, une compétence qu'on oublie très souvent mais qui est pour moi essentielle, il faut savoir faire des recherches sur Google. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, on ne sait pas tout. Alors attention, je fais pas ma Anne Romanoff, on ne nous dit pas tout. Non, c'est juste qu'on ne sait pas tout. Et donc, de fait, il va falloir qu'on fasse des recherches. Savoir rechercher sur Google est une compétence qui, à mon sens, est trop sous-estimée, mésestimée. Donc, ça s'apprend et c'est quelque chose d'essentiel dans une carrière de dev. L'algorithmique de base, savoir qu'est-ce que c'est une boucle, qu'est-ce qu'une condition, bon, je pense que là-dessus, il n'y a pas tellement d'explications à faire, et les fondamentaux de la programmation orientée objet, savoir qu'est-ce qu'une classe, qu'est-ce que l'héritage, qu'est-ce que le polymorphisme, les abstractions, une interface, une classe abstraite, bref. Les fondamentaux. Encore une fois, c'est vraiment, on va dire, théorique sur les deux derniers points, algorithmique et PO, parce qu'après, on va passer à des design patterns qui vont permettre justement d'avoir la PO à un niveau un peu plus avancé. Alors, les design patterns et l'architecture sont des choses qui potentiellement peuvent être apprises un peu plus tard, mais en tout cas, c'est des choses qu'il va falloir connaître parce que soit tu vas les rencontrer, soit tu vas devoir les implémenter. Donc pour ça, on a les patterns du Gang of Four, donc le fameux livre des design patterns qu'on retrouve facilement sur Amazon. Pour que tu n'aies pas à le chercher, je vais te mettre le lien dans la description. Ensuite, nous avons les principes solides. Ça tombe bien, j'ai fait une série sur les principes solides appliqués en C# sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller les voir, les 5 principes solides. Comment est-ce qu'on architecture un projet .NET? Qu'est-ce qu'une assembly? Comment est-ce qu'on fait le découpage par namespace? Les différents liens entre les différentes assemblies? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un monoprojet avec tout dedans séparé par dossier par namespace ou plutôt avoir des projets très fragmentaires? Donc savoir un petit peu, on va dire, les bases de comment architecturer un projet .NET en fonction du projet, bien sûr, et comprendre le principe d'injection de dépendance. Si tu as vu les vidéos sur les principes solides, l'injection de dépendance, ce sont les deux derniers, le I et le D, et en fait, il y a un des moteurs d'injection de dépendance, notamment en ASP.NET, et on verra ça un peu plus tard dans la liste d'ailleurs, et savoir ce que c'est l'injection de dépendance, l'injection par constructeur, l'injection par propriété, et savoir à quoi ça sert et à quel besoin ça répond. Je te demande pas de savoir coder un moteur d'injection de dépendance, c'est pas le but, mais comprendre comment ça sert et comment l'utiliser, ça va vraiment t'aider. Et en fait, si tu as, on va dire, ces deux blocs théoriques à ton actif, tu peux passer directement à la pratique avec le langage C#. Donc, forcément, pour être développeur.net, aujourd'hui, c'est le C# qui règne en maître. Tu peux très bien apprendre VB.net, F#, mais tu trouveras beaucoup plus de possibilités sur le marché et beaucoup plus de postes et de missions, dépendant de ton statut, si tu fais du C# plutôt que les deux autres. Alors je dis pas que les deux autres tu trouveras rien, très loin de là, mais avec le C#, tu as quand même un avantage concurrentiel non négligeable. Moi aujourd'hui, 100% de mes missions, c'est du C#. J'en ai une qui m'a proposé du VB.net. J'ai de suite posé la question, est-ce que si je fais les nouveaux modules en C#, est-ce que c'est dérangeant ou pas? Alors, le C#, bien sûr, et les fondamentaux du langage. L'algorithmique. Alors l'algorithmique,
On a au-dessus la partie théorique que je t'avais dit, avec qu'est-ce qu'une boucle, qu'est-ce qu'une condition. Là ici, c'est l'algorithmique de base en C#, comme la PO. Savoir comment créer une classe en C#, comment faire un if, comment faire un while, comment faire un for each, bref, les fondamentaux. Ensuite, on va avoir Link, qui est quand même un sujet assez important. D'ailleurs, Link, on a plusieurs niveaux de connaissance de Link, c'est bien de connaître tous les opérateurs. On peut aller plus loin, si ça t'intéresse de creuser le sujet sur Link, j'ai un cours sur la plateforme qui parle de Link, je l'ai appelé de débutant à ninja, parce qu'on voit vraiment des choses très avancées en Link, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur la plateforme. Ensuite, essentiel aujourd'hui, la sérialisation. Alors, on a deux modes de sérialisation principaux sur le marché, qui sont le XML et le JSON, donc savoir leur structure et comment l'utiliser en C#. C'est des sujets d'ailleurs que je traite dans mon cours sur les fondamentaux en C#. Si ça t'intéresse, encore une fois, je te renvoie vers ma plateforme. On va avoir aujourd'hui l'obligation de savoir ce que c'est l'asynchronisme. Alors attention, je ne te parle pas de savoir faire du parallélisme, utiliser la classe thread en profondeur, mais au moins connaître les mots-clés async, await, comment ils s'utilisent et les pièges à éviter, et bien sûr les collections. Alors dans les fondamentaux du C#, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut apprendre, comme le système de fichiers, et ainsi de suite. Bref, il y a énormément de choses, et encore une fois, le but c'est pas de lister ici tout ce qu'on peut faire en C#, mais vraiment de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour connaître de base avant d'aller chercher un emploi. Parce que moi, je connais pas tout le framework.NET et ça m'arrive des fois d'aller faire des recherches dans la doc pour des points très précis. Je pense notamment à la programmation réseau, par exemple, où je connais pas toutes les API. Typiquement, ça rejoint ce que je disais au début. Il faut que tu saches faire des recherches dans Google. Et de même, ici, je n'ai pas tout listé. S'il y a un point fondamental que j'aurais oublié, n'hésite pas à utiliser les commentaires. Ensuite, il va te falloir connaître et savoir utiliser un éditeur de code. Alors le plus connu, entre guillemets, c'est Visual Studio sous Windows, tout simplement parce que de 1, c'est l'éditeur historique, officiel de Microsoft, et c'est le plus complet et le plus puissant au jour d'aujourd'hui. Tu as également Visual Studio sous Mac, qui est le portage de Monodevelop, qui a été réutilisé par Xamarin, et qui du coup a été renommé Visual Studio pour Mac, mais qui n'est pas aussi puissant que celui sur Windows. Tu as, si nécessaire, VS Code. VS Code est très bien pour commencer, mais à mon sens pas assez complet pour les scénarios d'utilisation très avancés, notamment par rapport à du debug et des fonctionnalités de productivité. Et finalement, si tu ne veux pas être chez Microsoft, tu as Rider de JetBrains, qui est un éditeur fourni par l'éditeur qui est un éditeur de code fourni par celui qui a fait ReSharper, donc qui s'installe sur VS pour l'améliorer. Et donc, c'est un éditeur portable. L'avantage, c'est qu'il est multiplateforme, mais il est sous licence, alors que Visual Studio, les 3 versions qu'il y a là au-dessus, disposent. En tout cas, alors que Visual Studio sous Windows et sous Mac ont une version Community, donc gratuite, et VS Code est gratuit. Donc Rider, il faut passer à la caisse. Certains estiment que c'est nécessaire. À toi de faire ton choix. En tout cas, il faut que tu connaisses un éditeur de code. Je te demande pas de le connaître de fond en comble, mais savoir l'utiliser, l'installer et connaître les principaux raccourcis clavier et les principales fonctionnalités. Si tu es intéressé, d'ailleurs, j'ai fait un cours sur le debugger de VS sous Windows avec VS 2019 et 2022. Et donc, l'idée, c'est de t'apprendre comment est-ce qu'on peut débugger une application .NET avec les outils avancés. Finalement, il faut connaître les outils C#.NET, ici j'ai mis surtout le CLI.NET, je pense que c'est le b.a.-ba, même si aujourd'hui avec VS sous Windows, Mac ou Rider, on a des assistants graphiques qui permettent de créer différents types de projets .NET, le CLI, donc l'interface en ligne de commande, Command Line Interface, permet de faire pas mal d'actions et le connaître va être un gros avantage quand tu vas te retrouver sur des plateformes où tu n'as pas accès à ton assistant, où tu dois simplement générer une petite application, l'exécuter ou lancer des tests. Donc on va dire ça, ce sont pour moi les fondamentaux pour connaître le C#, et à partir de là, tu connais assez de C# pour choisir ta voie. Alors je n'ai pas exploré toutes les voies, tout simplement parce qu'en C# on peut faire tout et n'importe quoi, on peut faire du web, du desktop, du mobile, du jeu vidéo, de l'IoT, du machine learning, et il y a des sujets que moi-même je n'ai pas explorés, donc je ne peux pas être pertinent dessus. Je vais te parler de certaines choses avec lesquelles j'ai joué, et si par contre tu es intéressé par exemple par Unity, ici je n'en parle pas, parce que je ne connais pas assez bien Unity, et je ne pourrais pas te dire en fait que fait la roadmap d'Unity. Donc on va commencer par le web. Alors j'ai pensé cette roadmap un petit peu en mode, il y a la partie débutant pour un poste junior, voire un poste confirmé, et il y a la partie intermédiaire avancée pour ceux qui cherchent des expériences plus avancées ou des connaissances qui sont plus poussées. Alors sur le web, bien sûr, il va te falloir connaître le framework phare qui va avec C#, c'est
ASP.NET. Alors attention, ASP.NET entre guillemets Core, donc ASP.NET 3 Core 3.1, 5, 6, 7 et ainsi de suite, et non pas ASP.NET MVC 5 qui se base sur le .NET Framework de Windows, qui est dernière version de 4.8.1, parce que eh bien, les projets qui sont sur les anciennes frameworks d'ASP.NET ne tournent que sous Windows, et en plus de ça, on est sur des projets qui sont en maintenance. Même Microsoft est en train de pousser, ils ont fait un article de blog justement pour dire comment on peut migrer de ASP.NET en .NET Framework vers .NET, le nouveau framework en .NET Core, parce que ils veulent abandonner ASP.NET classique. En fait, .NET Framework n'existe aujourd'hui plus que pour maintenance par rapport aux composants dans Windows. Ils veulent l'éliminer. Donc, il y a 3 grandes variantes d'ASP.NET, Web API pour faire des API, MVC pour faire des applications qui respectent le Model View Controller, et les Razor Page qui permettent de faire des applications graphiques avec des pages. Il y a eu un grand débat pendant un moment que MVC c'était pour les applications avancées et Razor Page pour les applications simplistes. Aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est vraiment juste une question d'architecture, parce que avec les deux variantes, MVC et Razor Page, elles se sont tellement rapprochées que si tu dois faire une application simple ou complexe, que tu choisisses l'un ou l'autre, en fait, c'est pareil en finalité. C'est juste que dans un, tu es forcé par, on va dire, l'architecture MVC, dans l'autre, tu vas faire ton code en code behind sur ta page. Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères. Perso, je préfère le MVC, c'est plus testable à mon sens, mais ça peut être aussi plus lourd pour ceux qui apprennent. Donc si tu veux apprendre ASP.NET vraiment pour commencer et que tu veux faire un site web classique, va sur du Razor Page. Si tu es familier avec le pattern MVC, donc va sur MVC, et si tu veux faire que de l'API sans faire de vue, Web API. Si tu as choisi de faire des applications web avec des vues, il te faut connaître les bases de JavaScript, je pense, pour faire un petit peu d'interactivité. Ensuite, on a Blazor. Alors Blazor, c'est des applications riches et dynamiques. On a 3 variantes aujourd'hui. On a serveur, WebAssembly et hybride. Donc, je traite Blazor Server dans un cours sur ma plateforme que je vais mettre à jour pour gérer les 2 autres variantes. Mais en gros, tout ce qu'on peut faire en serveur, on peut le faire dans les autres, à peu de choses près, bien sûr. Et Blazor, en fait, est là pour remplacer, enfin, pour avoir un équivalent surtout de React et Angular en C#. Donc que tu fasses du Vue, du React ou de l'Angular, l'idée c'est de faire une application aussi riche et dynamique en C#. Si tu t'intéresses aux API, il va être nécessaire de connaître REST. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le mode de communication qui est préféré. Et j'ai mis ça dans la partie débutant parce que REST, c'est le standard de fait quand tu fais une API. Ensuite, il te faut connaître, on va dire, les bases de la base de données, sans mauvais jeu de mots. Donc, la syntaxe SQL, select, star, from, machin, where, order by, group by, having et tout ça. Ensuite, dès que tu connais un peu le SQL, tu vas pouvoir brancher un ORM sur ton code C# pour récupérer les objets de la base et les transformer en objets. Donc soit avec Dapper, qui a gagné beaucoup de popularité ces derniers temps, parce qu'en fait il est très concis, très rapide et avec une faible empreinte mémoire. Sinon tu as EF Core, Entity Framework Core, qui est l'ORM officiel de Microsoft, qui certes est plus lourd mais aussi plus complet et qui va te permettre de générer des requêtes SQL à partir de requêtes link. Donc bref, il y a beaucoup de choses à connaître sur EF Core. Je t'ai listé ici 3 choses essentielles. C'est son fonctionnement de base et les patterns qu'il implémente, notamment le pattern repository et le pattern unit of work. Le système de migration, parce que si tu fais du code first, eh bien c'est ton code qui va générer la base de données. Tu peux aussi faire du reverse engineering et faire du database first, et après gérer les migrations à partir de F-Core. Donc en fait c'est les patterns de migration de ta base de données, et ce qu'on appelle les entités liées, vu qu'on est F-Core se base sur des bases de données qui sont relationnelles, il y a des liens de relation entre les tables, et l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut aller faire une requête pour charger les éléments qui sont liés, soit par le biais du lazy loading, soit de l'eager loading, bref. En gros, c'est de savoir un peu comment fonctionne EF Core, comment on peut aller chercher les infos. Si tu veux aller un cran plus loin, je l'ai mis ici parce que j'en parle plus après, eh bien tu vas pouvoir apprendre la structure autour de la base de données, comment faire des index, les procédures stockées, le TSQL, donc Transact SQL qui est nécessaire pour les procédures stockées. Alors là bien sûr, TSQL, c'est SQL Server, mais connaître un petit peu comment fonctionnent les bases de données relationnelles et éventuellement étudier d'autres bases de données comme SQL Server, comme par exemple MariaDB, MySQL, Postgres, bref, toutes ces bases-là, savoir un peu comment, en tout cas, consommer la base. L'idée, ce n'est pas d'être un administrateur BDD, il y a des boulots pour ça et des mecs qui sont spécialisés là-dedans, mais que toi, en tant que développeur, tu saches comment faire et comment te dépatouiller pour aller faire en sorte que ton interaction avec la base soit la plus optimale possible. Ensuite, on va avoir le moteur d'injection de dépendance qui est en ASP.NET,
peu importe ce que tu choisis, Web API, Razor Page, MVC, Blazor, tu as le moteur d'injection de dépendance. Donc si tu sais comment fonctionne théoriquement l'injection de dépendance au début, il faut que tu saches comment fonctionne le moteur en ASP.NET avec l'extension officielle de Microsoft. Tu peux après, si tu veux, le remplacer par d'autres moteurs open source et communautaires, mais en tout cas, il faut que tu saches comment ça marche, comment le configurer, les différentes durées de vie, bref, tout ce genre de choses. Et finalement, on a le pipeline de middleware. Alors c'est pipeline avec 100 S, où est-ce qu'en fait tu vas pouvoir enchaîner tes différents middleware. Donc il faut que tu saches bien sûr ce que c'est un middleware et quel va être son effet sur ta requête, que l'ordre est important, comment écrire un middleware et comment rajouter justement les middleware et les filters aussi sur tes actions pour gérer l'avant après une action. Bref, savoir un peu comment te positionner en ASP.NET pour faire en sorte que les requêtes soient le mieux traitées possible. Ça pour moi, on va dire, c'est les fondamentaux nécessaires pour savoir faire du web aujourd'hui en 2022-2023. Tout simplement parce qu'un développeur C# qui ne maîtriserait pas un de ces points, bien que ici, encore une fois, je te demande, il faut pas maîtriser toutes les variantes des frameworks, mais en maîtriser une ou deux, eh bien, si tu ne connais pas quelque chose dans cette partie-là, on va considérer que tu es trop junior et que tu ne sais pas créer des applications web avec C# et ASP.NET de façon complète. Donc ça, c'est le b.a-ba, le minimum. Donc dans MVC, bien sûr, il faut savoir comment créer un contrôleur, comment créer une vue, qu'est-ce qu'une vue partielle. Dans les deux, MVC, Razor Page, la syntaxe Razor, c'est des choses que je n'ai pas forcément détaillées, mais qui sont nécessaires pour savoir faire des applications. En dressant un petit peu un tableau de mes expériences et de mon appréciation personnelle du marché par rapport à ma situation, je suis développeur freelance expert sur les technos C#, j'ai souvent constaté que on demande du C# pour faire du back-end ou du full stack, mais sans MVC Razor Page. Ce qui veut dire que la syntaxe Razor que tu dois connaître s'apparente plus à ce qu'on va trouver en Blazor qu'en MVC Razor Page. J'ai jamais eu en fait de mission MVC Razor Page. C'était toujours du Web API ou du Blazor. Donc, à voir si d'après toi, il est nécessaire de creuser les sujets MVC Razor Page par rapport à ton analyse du marché et ce que tu as déjà vu et ciblé comme offre. Ensuite, j'ai mis ici tout ce qui est web intermédiaire, c'est-à-dire que si tu veux passer de niveau de junior à un peu plus élevé pour aller chercher des meilleures rémunérations ou des missions plus intéressantes, il va falloir connaître ces quelques éléments supplémentaires. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de connaître aujourd'hui, si tu veux être un bon développeur web, un cloud majeur. Que ce soit Azure, AWS, Google ou n'importe quel autre cloud, on parle ici de cloud public, eh bien, il faut le connaître et connaître les principaux services. On ne demande pas d'être un administrateur cloud, mais de savoir utiliser Azure, on va dire les b.a-ba, savoir comment créer une web app sur Azure, comment créer une base de données sur Azure, les gestions de stockage de fichiers sur Azure, on va dire le b.a-ba. Après, bien sûr, tu peux très bien pousser le curseur à être un peu plus formé et te former plus sur le cloud Azure, AWS ou Google pour justement avoir plus une expertise de développeur avec la partie Ops, Operation, pour arriver à gérer l'application et à l'optimiser pour le cloud. Dans les bases de données, EF Core et Dapper vont utiliser des bases de données relationnelles. Si tu veux aller un cran plus loin, apprends également les bases de données non relationnelles. J'en ai cité deux principales ici pour les devs.net qui sont celles que je rencontre le plus souvent. Il en existe bien sûr d'autres, comme Cassandra, Gremlin et ainsi de suite. Mais si tu connais MongoDB et ou CosmosDB, ce sont deux bases de données relationnelles qui peuvent être assez intéressantes pour aller chercher des missions à haute valeur ajoutée. Parce que ce sont des bases documentaires, même si Cosmos a différentes façons différentes API pour l'utiliser, mais si tu connais, et que tu connais plutôt bien une de ces deux bases relationnelles, avec ton expérience de développeur C#, tu vas pouvoir faire une vraie différence. Ensuite, nous avons les services avancés. Quand tu vas créer une application web, tu vas pouvoir mettre des choses plus avancées dedans. Notamment, la gestion du cache, pour optimiser la mémoire. Donc tu vas avoir le cache mémoire, cacher les objets en mémoire, ou des caches partagées, comme par exemple Redis. Donc, si tu sais comment installer un cache, comment l'utiliser, comment se connecter et comment invalider le cache et ainsi de suite, tu vas pouvoir faire la différence en termes de performance dans l'utilisation de ton application. Il est intéressant aussi de savoir les services de recherche. Alors il y en a d'autres, hein. Tu as également Solar par exemple, et en gros, brancher un système de recherche sur ton application ASP.NET va permettre d'offrir un moteur de recherche aux utilisateurs, si ton application bien sûr en a besoin, ce qui va te permettre après d'aller plus loin et de faire des choses plus poussées que simplement un filtre where avec un like et des pourcents pour faire une recherche en SQL. Avec un Elasticsearch, tu vas vraiment aller beaucoup plus loin.
Il faut savoir comment faire des logs. C'est impératif parce qu'une fois qu'une application part en production, si tu n'as pas de log, tu as peu de chances de pouvoir aller brancher ton debugger dessus, dépendant de comment elle est exploitée et qui s'en occupe. Donc les logs sont obligatoires. Donc pour ça, il y a deux choses. Il faut connaître un bon framework de log, comme par exemple Serilog, qui est un des plus connus, un des plus extensibles et un des plus puissants. Mais tu as également Nlog, Logstash, enfin bref, tu en as plusieurs. Tu as également Nlog, il y en a encore d'autres, hein, je vais pas tous les lister, mais savoir comment faire des logs. Ensuite, il te faut un système de logging qui est complet. Donc ici, c'est plutôt complet comme ceci. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas non seulement avoir tes logs qui vont être produits, quand tu dev, ça va être dans la console, mais il faut que tu puisses avoir un système de log qui est totalement complet, que tu peux exploiter à posteriori. Par exemple, sur Azure, on a Application Insight, tu as la suite ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana, qui te permet de faire des logs et de l'extraction de données. Tu en as plusieurs autres que tu peux utiliser, mais l'idée c'est que de brancher un système de log complet va te permettre de vraiment monitorer ton application pour ne pas avoir à brancher un debugger ou aller afficher la console sur quelque chose de distant qui est en exploitation. Tu as la notion de session qui peut être importante et assez sympathique à savoir. Donc là, c'est quelques services avancés, il y en a bien plus évidemment, mais je pense qu'avec cela déjà tu pourras faire la différence si tu sais bien maîtriser ces points-là. On a les différents modèles de communication qui existent aujourd'hui. On a parlé de REST déjà. gRPC prend une véritable ampleur par rapport à la performance, donc savoir comment mettre en place un service gRPC et comment communiquer en gRPC. On a GraphQL qui permet de faire des requêtes. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter ici que tu peux avoir également OData, qui peut être intéressant. Alors OData n'est pas Open Data. OData te permet de faire des requêtes grosso modo SQL par le biais de l'URL. Ça peut être intéressant à connaître aussi. Et les WebSockets avec notamment le framework phare qui est Signalaire. Le web est ultra vaste, donc je n'ai pas pu tout couvrir ici, j'ai sûrement oublié des choses. Si d'ailleurs il y a des choses qui te semblent essentielles, n'hésite pas à utiliser les commentaires pour en parler. Mais je pense que si tu maîtrises déjà tous ces sujets-là et que tu sais les mettre en pratique et les exploiter, tu vas déjà largement te démarquer des autres. Donc là, sur le web, pour moi, je pense qu'avec tout ça dans ton bagage, tu as assez pour être un excellent développeur web en 2022-2023. Il y a probablement d'autres choses qu'on peut rajouter, mais si tu connais déjà tout ça, c'est nickel. Après, si le web ne t'intéresse pas et que tu veux faire par exemple du mobile, eh ben aujourd'hui, ça va être Maui qui va être intéressant à creuser. Et dans Maui, il y a pas mal de choses et le plus important, c'est le XAML. Alors le XAML, c'est un langage de balisage qui te permet de faire les interfaces graphiques. Il y a beaucoup de choses à connaître sur le XAML. J'ai mis notamment certaines choses qui sont ici, comme les dictionaries, les behaviors, les controls, la navigation, les différents user controls qui ont été créés pour Maui. Donc n'hésite pas à creuser le sujet là-dessus. Bien sûr, XAML est utilisé avec le MVVM pour faire du data binding et permettre de séparer la partie vue de la partie gestion. Donc il faut impérativement connaître également le MVVM pour le mobile et également comment se comporte SQLite sur une application mobile. Ça va être ta base de données de référence sur une application mobile. Donc ça, c'est le b.a-ba, on va dire. Et bien sûr, après, forcément, quand tu vas creuser, tu vas te rendre compte qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître, comme la compilation AOT, ainsi de suite. Donc ce sont, on va dire, le b.a-ba de la partie mobile en C#. Je ne parle pas de savoir installer un émulateur et tout ça. Idéalement, je pense que si tu t'attaques à du Maui pour faire du mobile, et faire du desktop cross-platform, il faut que tu connaisses à minima certaines choses des plateformes natives. Parce qu'en fait, Maui, certes, c'est en C#, certes, c'est du code qui va être après transpilé en Swift ou en Java, mais si tu ne connais pas les spécificités d'Android, d'iOS ou de macOS, dépendant de là où tu veux déployer ton application, eh bien, tu vas tomber dans des pièges où tu ne sauras pas comment faire en sorte que ce comportement bien précis que tu connais par rapport à ta plateforme est utilisé. Parce que quand tu fais du code C# en Maui, il arrive assez souvent que tu aies des directives de précompilation, par exemple if Android, if iOS, ou que tu aies du code qui ne s'exécute que sur une plateforme en particulier. Et ça, en gros, ce sont des fonctionnalités natives. Donc il faut connaître un petit peu les fonctionnalités natives. Alors je te demande, l'idée c'est pas d'arriver à coder une application Android de A à Z ultra puissante et pareil pour iOS, mais c'est d'avoir été au moins familiarisé avec les plateformes que tu vises pour que quand tu vas faire du Maui, tu puisses faire le rapprochement et que tu puisses dire ah mais oui, ça fait référence à ça en natif et
Tu vas bénéficier de tout ce que le C# t'apporte, mais en connaissant la partie native, sans pour autant être un expert. Donc ça, on va dire, c'est les bases du mobile. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le mobile. Il faut connaître également le paradigme, la connectivité, l'utilisation de ce qu'il y a sur le device, la webcam, le GPS. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est le b.a.-ba pour commencer à t'intéresser au développement mobile. À titre perso, je n'ai pas testé Maui. J'ai un peu travaillé à l'époque avec Xamarin et je n'ai pas eu de mission depuis assez longtemps en mobile, ce qui fait que forcément je ne peux pas te dire de façon très poussée comme j'aurais fait pour le web tout ce qu'il faut faire dans la partie mobile. Mais ce que tu as là à l'écran, c'est le b.a.-ba à connaître avant de vouloir te lancer dans le mobile. Ensuite, sur la partie desktop. Alors le desktop, en fait, ça va être un peu pareil que mobile. Il faut avoir les bases, la sensibilité. Donc par exemple, savoir faire un installeur pour une application de desktop, pour pouvoir l'installer ou l'installer, les droits, le registre sous Windows, l'interface graphique, que tu sois en WinForms ou WPF, savoir comment elle fonctionne, le thread UI, savoir le gérer, parce que c'est assez important sur les applications desktop, les appels système, parce que si tu fais du desktop, c'est très probablement que tu as besoin d'interagir avec le système d'exploitation hôte. Donc ça, c'est, on va dire, les bases. Ensuite, tu as différentes façons de faire des applis desktop aujourd'hui, WinForms, WPF, WinUI ou Uno, et en fait, comme tu peux le voir, les trois derniers ont le XAML. J'ai pas dupliqué ce qu'il y avait en haut, mais grosso modo, les modes de XAML ne sont pas totalement similaires. Par contre, le XAML est partout sur ces plateformes-là, il n'y a que WinForms parce qu'on va avoir un designer et des coordonnées pour positionner nos éléments. Donc en fait, WinForms, il faut juste savoir utiliser le designer. Dans les trois autres, il faut connaître le XAML pour créer tes interfaces graphiques. Donc je te renvoie à ce que j'ai parlé sur le mobile. On est grosso modo sur les mêmes concepts. Ça, c'est pour les bases du desktop. Après, le desktop peut aller très loin. Il y a des fournisseurs de composants, par exemple, que tu peux creuser. Il y a de la gestion de l'asynchronisme en desktop. Bref, ce sont des choses qui sont, on va dire, basiques. Et après, tu as la notion hybride, un petit peu comme on fait en JavaScript avec Electron, mais là, c'est avec Blazor. Bon. Si tu veux faire des applications desktop, voilà le minimum à connaître encore une fois. Maintenant, on va revenir en fait sur des concepts qui sont plus généralistes, qui sont nécessaires cependant. La qualité logicielle est pour moi un indispensable pour les développeurs qui veulent se démarquer. Donc c'est quoi? C'est la capacité de faire des tests automatisés pour t'assurer que ton code est en bonne condition et de bonne qualité. Donc pour ça, il te faut connaître un framework de test à minima, donc XUnit, NUnit ou MSTest, la V2, attention. Ensuite, il faut savoir faire des tests unitaires, savoir ce que c'est une assertion, ce que c'est un mock, ce que c'est le pattern entre guillemets triple A, arrange, act, assert, comment écrire un test unitaire, comment faire en sorte que les tests unitaires soient gérés en parallèle ou indépendamment, où est-ce que commence un test unitaire, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce que commence un test d'intégration, est-ce qu'il s'arrête. Les tests d'intégration sont tout aussi nécessaires, notamment avec ASP.NET, où tu vas monter un serveur web en mémoire pour gérer ta partie ASP.NET, et si tu vas vouloir pousser le curseur au maximum, tu vas faire les tests end-to-end en lançant réellement ton application sur un poste et en utilisant quelque chose qui va simuler des interactions utilisateurs, donc soit avec Selenium, soit avec Playwright, à toi de voir ce que tu préfères. Moi j'ai utilisé beaucoup Selenium, ça me suffit largement, mais j'ai vu que Playwright était aussi un très bel outil, et je pense qu'il vaut le coup de s'intéresser si tu es très curieux sur la question. Sur le sujet des tests, j'ai un cours complet d'une dizaine d'heures sur ma plateforme où je traite tous ces sujets de long en large, ce qui te permettra d'avoir les compétences pour valider cette branche de A à Z. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'architecture avancée. Donc là, c'est grosso modo si tu veux dépasser un peu le cadre du dev et que tu veux être plus responsable technique, architecte logiciel, chef de projet, avoir un peu des compétences de gestion de projet sur un plan technique. Donc tu vas retrouver des patterns très avancés comme par exemple le Domain Driven Design, le DDD, le CQRS, l'Event Sourcing, l'Event Driving. Si tu mets en place justement l'Event Sourcing et ou l'event driving, tu vas avoir des patterns de messaging à mettre en place et il va te falloir connaître ce qu'on appelle les microservices. Ça c'est pour la partie web, mais en tout cas ces parties d'architecture avancée vont te permettre de créer des logiciels qui sont plus extensibles, plus maintenables, plus évolutifs. Par contre, c'est des sujets qui sont très avancés et qui nécessitent vraiment beaucoup d'études et d'investissement. Pour le coup, si tu maîtrises ces sujets-là, moi c'est un truc qui me passionne donc je les ai tous creusés, si tu les maîtrises, tu feras une vraie différence dans tes missions, sur ton poste, parce que tu vas pouvoir mettre en place certains patterns qui vont faire en sorte que grosso modo, petit à petit,
tu vas écrire plus de code métier et moins de code technique. Parce que c'est des choses qui vont te permettre de dire, bah écoute, tu veux faire telle action, écris telle classe avec telle portion de code pour faire ton action, et automatiquement elle va s'intégrer dans le système sans que tu aies besoin de faire du code pour le gérer techniquement. Je vais pas rentrer dans le détail, mais si tu veux creuser ces sujets-là, pour être un peu plus proche de l'architecture, n'hésite pas à faire des recherches sur Google. Ensuite, on a les outils et les packages .NET à connaître. Notamment un outil qui aujourd'hui est devenu à mon sens incontournable, j'ai même écrit un livre à ce sujet, si ça t'intéresse il est dans la description, sur Docker. Docker va te permettre de faire des conteneurs, donc lancer des petites applications totalement en mémoire, que ce soit des applications type base de données ou services tiers, mais également de pouvoir containeriser ton application pour la déployer plus facilement. Alors si tu veux creuser le sujet Docker, après tu vas pouvoir aller voir Swarm ou Kubernetes, mais je pense que à un niveau dev, il faut juste connaître Docker, savoir le lancer pour simuler des services. Swarm et Kubernetes sont plus des sujets d'infrastructure et d'exploitation, c'est pourquoi je les ai pas mis dans la roadmap. Au niveau des packages, j'en ai fait une série sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir d'ailleurs parce que je parle de ces packages là sur ma chaîne. Il y a Faker et Bogus qui peuvent être très pratiques pour la partie qualité logicielle, pour te permettre de générer des données aléatoires. J'utilise d'ailleurs ces outils-là dans certains de mes cours pour générer des valeurs pour des exercices. Ensuite, on a Poly qui va te permettre de faire de la résilience, donc réessayer quelque chose qui se serait mal passé. Benchmark.net qui pour moi est un outil essentiel pour s'assurer que le code que tu as créé est de bonne qualité et est performant. Fluent Validation qui te permet de faire de la validation par rapport au formulaire de façon fluent, c'est-à-dire avec des règles qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. Il y a d'autres packages que j'ai présentés sur ma chaîne. Ceux-là, pour moi, sont, on va dire, ceux qui sont impératifs à connaître, mais il y a énormément de packages en .NET, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur les vidéos pour te renseigner sur certains d'entre eux. On termine cette roadmap avec quelque chose qui peut faire vraiment la différence, le CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development, parce que tu es développeur, tu vas produire de la valeur, mais si tu sais comment mettre en place des automatismes pour que ta valeur soit automatiquement livrée, qu'il y ait des compilations automatiques et de faire des packages automatiques, tu vas avoir une corde supplémentaire à ton arc qui généralement fait assez mouche quand on te demande d'intervenir sur ces choses-là. Donc si tu as poussé jusque-là la roadmap et que tu connais également le CI/CD, donc soit Azure DevOps avec les deux types de pipeline et tout ce qu'il y a sur Azure DevOps, soit GitHub Actions, alors il y a aussi GitLab et il y en a plein d'autres, mais là, GitLab, Jenkins, mais ici j'ai limité la liste, parce que ça c'est très centré sur les technos C# qui tournent généralement autour de ça. Si tu sais également utiliser, configurer et gérer ce type de service, tu vas faire une vraie différence parce que grosso modo tu vas rentrer dans le cadre des développeurs qui ont des compétences techniques faramineuses si tu connais tout le précédent, tout ce qu'il y a avant, mais qui a également, on va dire, un regard vers l'extérieur par rapport à l'exploitation et la mise en exploitation de ce que tu as créé. Ça c'est quelque chose qui peut largement faire la différence sur deux profils équivalents pour le même poste de développeur. Si toi tu connais un peu la CI/CD et que tu sauras t'en sortir quand il y a personne ou que tu sauras même l'améliorer, tu peux faire la différence. Donc en fait ça fait une très grosse feuille de route. Alors si t'es arrivé jusqu'ici, déjà merci parce qu'avec une demi-heure de vidéo on est assez long, mais je pense que si tu connais, on va dire, une grosse partie de tout ça, tu es prêt pour affronter 2022-2023 sans trop de problèmes. Si par contre tu es perdu et t'as décroché grosso modo, on va dire, dès la partie web ou un peu plus loin, pas d'inquiétude, encore une fois, on commence tous en étant débutants. Donc c'est pour ça que je l'ai trié, on va dire, par ordre de perfectionnement. Donc repositionne-toi dans la roadmap au niveau où est-ce que tu penses être aujourd'hui. Tout ce qu'il y a avant et que tu ne connais pas, n'hésite pas à le creuser. Et tout ce qu'il y a après, ou là où est-ce que tu es, n'hésite pas non plus à l'approfondir pour être certain d'avoir les bonnes compétences. Donc encore une fois, c'est ma vision de la chose. Je ne connais pas de façon exclusive tout ce qu'il y a dedans. Je connais grosso modo 99% de ce qu'il y a dedans. Par exemple, je connais pas AWS ni Google, les clouds. Cosmos DB, je l'ai jamais utilisé. Mais pour la majorité des autres trucs, je les connais déjà. C'est pourquoi j'en ai parlé ici. Et je pense que si tu fais l'effort de connaître tout ça, tu peux vraiment faire la différence. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Dans les commentaires, on en parle, bien sûr, c'est ouvert, ça c'est mon avis, il y en a d'autres et il y a des trucs que j'ai probablement oubliés. En tout cas, sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.net.